Après avoir promis à leurs parents inquiets qu'elles seraient en sécurité, deux jeunes randonneuses expérimentées, Chloé Martin et Léa Dubois, ont disparu lors d'une aventure au cœur des montagnes des Vosges. Pendant 5 ans, le seul indice était leur campement abandonné, un endroit si étrangement intact qu'il ne faisait qu'approfondir le mystère de leur disparition. Puis, la découverte remarquable d'un chasseur dans la forêt de la Combautée, un os usé par le temps avec un morceau de métal rouillé incrusté, a finalement révélé la raison terrifiante pour laquelle les filles ne sont jamais rentrées chez elles. Le dispositif GPS Garmin était censé être le compromis, un outil technologique qui comblait le fossé entre l'indépendance juvénile et l'anxiété parentale. C'était un appareil robuste conçu pour suivre les mouvements et, en cas d'urgence, appeler à l'aide même dans les coins les plus reculés du globe. Pour Catherine Laurent, c'était la seule raison pour laquelle elle parvenait à dormir pendant que sa fille de 19 ans, Chloé Martin, et la meilleure amie de celle-ci, Léa Dubois, entreprenaient une randonnée de 3 jours dans le cœur sauvage des montagnes des Vosges. Nous étions le jeudi matin, 16 août 2012. Les filles auraient dû rentrer la veille au soir. Catherine attendait un appel vers 20h le mercredi, le récit habituel et joyeux des moments forts de leur périple, mais 20h est passé sans nouvelles. À 22h, l'inquiétude commençait à lui serrer la poitrine. À minuit, elle arpentait le salon, un café au lait à la main, appelant sans relâche les téléphones portables des deux filles, mais ne recevant que la réponse stérile de leur répondeur. Un signe clair que les téléphones étaient soit éteints, soit hors de portée de tout réseau. Cela n'était pas totalement inattendu. La région où elles randonnaient, dans les Vosges, était connue pour sa réception inégale, mais elles auraient dû être sorties de la forêt à ce moment-là, de retour à leur voiture, en route vers la maison. Le jeudi matin, l'inquiétude s'était transformée en une peur viscérale. Catherine a contacté François et Isabelle Dubois, les parents de Léa, qui ressentaient la même panique croissante. La conclusion fut immédiate, quelque chose n'allait pas. Catherine s'est assise à son bureau, les mains légèrement tremblantes, et s'est connectée au compte associé au dispositif GPS Garmin. Les filles avaient rechigné à l'emporter. À 19 ans, elle se sentait invincible, randonneuse aguerrie qui avait exploré ces montagnes à de nombreuses reprises. Elles estimaient que c'était une surveillance inutile, mais les deux pères de parents avaient été intransigeants. C'était non négociable. À contre-cœur, Chloé et Léa avaient attaché l'appareil à l'un de leurs sacs. L'interface de suivi s'est affichée sur l'écran de Catherine, montrant une carte topographique de la région. Les yeux de Catherine ont immédiatement cherché le dernier signal, la miette numérique qui indiquerait leur progression. Mais la position n'avait pas été mise à jour. La carte affichait un unique regroupement de coordonnées marquant l'emplacement de leur campement prévu pour la première nuit, le lundi 13 août. Selon l'horodatage, l'appareil avait émis son dernier signal à cet endroit il y a plus de 48 heures. Depuis le mardi matin, il n'y avait rien, aucun mouvement, aucun enregistrement manuel, et surtout, aucun signal SOS n'avait été activé. L'immobilité de ce marqueur numérique semblait sinistre. Cela suggérait que l'appareil, et peut-être les filles elles-mêmes, avaient cessé de bouger bien avant leur retour prévu. Des rapports officiels de personnes disparues ont été immédiatement déposés auprès de la Gendarmerie nationale de Saint-Dié-des-Vosges. Les noms de Chloé Martin et Léa Dubois ont été enregistrés dans le système. Pour ceux qui les connaissaient, elles étaient vibrantes et inséparables. Chloé, avec son énergie espiègle, et Léa, la plus posée des deux, toujours préparée, toujours souriante. Toutes deux étaient des passionnées de plein air, profondément respectueuses de la nature, mais animées par une passion commune pour l'aventure. Ce voyage particulier avait suscité des hésitations parmi leurs parents. L'itinéraire qu'elles avaient choisi était plus isolé et exigeant que leurs destinations habituelles, mais elles étaient légalement adultes, et leur préparation avait été méticuleuse. Elles avaient l'équipement, l'expérience, et le dispositif GPS Garmin. Alors que les équipes de recherche et de sauvetage, SAR, de la Gendarmerie nationale commençaient à se mobiliser, les enquêteurs ont entrepris de reconstituer la chronologie de leurs derniers mouvements connus. Catherine Laurent a fourni aux autorités des photographies récentes des filles, désespérées de donner aux sauveteurs des images claires pour travailler. Une photo en particulier sortait du lot.
Elle capturait les filles sur un promontoire montagneux spectaculaire, avec une vaste étendue de vallées boisées et un lac alpin turquoise s'étendant derrière elle. Léa, portant un haut vert citron fluorescent et une casquette assortie, levait le bras en l'air, un large sourire joyeux illuminant son visage. Chloé, en haut rose vif avec une casquette bleu foncé portée à l'envers, tirait la langue de manière espiègle, son bras entourant étroitement la taille de Léa. Elle rayonnait de bonheur, l'image même de l'aventure insouciante. Catherine a confirmé qu'elle avait pris cette photo seulement 5 jours plus tôt, le samedi 11 août. Elle les avait accompagnés pour une randonnée préparatoire dans la région, une dernière sortie ensemble avant leur expédition en solo. Alors que les hélicoptères de la gendarmerie nationale commençaient à survoler bruyamment les dernières coordonnées connues, cette image de joie débordante contrastait cruellement avec l'angoisse qui s'installait sur les montagnes. Les coordonnées fournies par le dispositif GPS Garmin ont conduit les équipes de recherche et de sauvetage au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord. Ce n'était pas un lieu pour une simple promenade. C'était un terrain accidenté et exigeant, caractérisé par des montées abruptes, des forêts de pins denses et des pentes d'éboulis qui pouvaient céder traîtreusement sous les pieds. L'air était plus rare ici, et le temps notoirement imprévisible. Pour ces équipes SAR, la randonnée jusqu'au dernier emplacement connu était un effort épuisant, entrepris avec un sentiment d'urgence pesante. Elles savaient que dans la nature sauvage, le temps était l'ennemi. En arrivant sur place en fin d'après-midi le jeudi, les équipes ont trouvé exactement ce que le marqueur numérique indiquait, un campement. Mais la scène qu'elles ont découverte n'a pas fourni les réponses claires qu'elles espéraient. Au contraire, elle a approfondi le mystère de manière profondément troublante. C'était une petite clairière établie près d'un ruisseau, le genre d'endroit que des randonneuses expérimentées choisiraient. La tente pour 2 personnes des filles était correctement montée, fermée par une fermeture éclair. Il y avait un foyer éteint, indiquant qu'aucun feu n'avait été allumé depuis au moins un jour, peut-être plus, et tout autour, il y avait du matériel. Mais ce n'était pas juste un peu de matériel. C'était presque tout. Les 2 sacs à dos bleu royal distinctifs, les mêmes que ceux vus sur la photo fournie par Catherine, étaient appuyés contre une bûche, emballés et prêts à partir. À l'intérieur de la tente, les enquêteurs ont trouvé des sacs de couchage roulés, des vêtements soigneusement rangés, et le reste de leurs provisions alimentaires intactes. Des systèmes de filtration d'eau, des trousses de premiers secours, des lampes frontales, tous les éléments essentiels à la survie en pleine nature étaient là, bien présents. Et, bien en évidence sur une pierre plate près du foyer, se trouvait le dispositif GPS Garmin. Il était allumé, son petit voyant lumineux clignotant rythmiquement, mais il n'avait pas bougé. La scène était déconcertante par sa normalité. Il n'y avait aucun signe de lutte. Le sol était intact, ne montrant aucune trace d'une confrontation ou d'une fuite précipitée. Pas de sang, pas de vêtements déchirés, pas d'indice d'une attaque d'animal. Le campement, près d'un ruisseau dans le parc naturel régional des Vosges du Nord, était impeccable, avec les provisions alimentaires soigneusement rangées dans des boîtes métalliques, indiquant que les filles avaient respecté les protocoles de la vie en pleine nature. Pour tout dire, on aurait cru que Chloé Martin et Léa Dubois s'étaient simplement levées et avaient quitté leur campement, abandonnant tout derrière elles. Ce scénario a immédiatement paralysé l'enquête avec une question lancinante, pourquoi ? Pourquoi 2 randonneuses expérimentées et intelligentes, conscientes des risques de la nature sauvage, auraient-elles abandonné leur campement sans emporter de provisions? Pourquoi laisser derrière elles le air nourriture, leur filtre à eau, et surtout, leur seul lien avec le monde extérieur? Cela contredisait tout ce que l'on savait de leur formation et de leur personnalité. La découverte du campement abandonné a déclenché une escalade massive des efforts de recherche. Les équipes initiales ont été rapidement renforcées par des unités au sol, des équipes canines et un soutien aérien. L'ampleur de l'opération était colossale, couvrant des kilomètres de terrain extrêmement difficile s'étendant à partir du campement. Les hélicoptères de la gendarmerie nationale survolaient à basse altitude, scrutant les pentes et les vallées, tandis que les équipes au sol fouillaient méticuleusement les broussailles denses. Catherine Laurent, accompagnée de François et Isabelle Dubois, les parents de Léa, maintenaient une veille constante au centre de commandement SAR établi au départ du sentier, dans la commune de La Bresse. L'atmosphère était tendue,
mêlant professionnalisme concentré et empathie profonde. Catherine, en particulier, était implacable, pressant les responsables de l'opération pour des mises à jour, suggérant des zones où elles auraient pu aller, désespérée de contribuer à tout ce qui pourrait aider à retrouver sa fille. Au campement, les enquêteurs médico-légaux ont commencé le processus minutieux d'examen des objets laissés sur place, espérant trouver un indice, même infime, qui pourrait expliquer la disparition des filles. Ils ont catalogué chaque élément avec un soin extrême, mais les preuves matérielles n'ont rien révélé d'immédiat. Cependant, parmi les objets personnels trouvés dans la tente, un élément s'est démarqué comme inhabituel, non pas parce qu'il était incriminant, mais parce qu'il offrait un possible aperçu de leurs intentions. Il s'agissait d'un guide régional spécialisé sur la flore alpine, un ouvrage détaillé pour identifier les plantes rares des hautes altitudes. Ce n'était pas un guide de randonnée classique, il était spécifique et académique. À l'intérieur, plusieurs pages étaient soigneusement marquées avec de petits onglets adhésifs. Ces pages décrivaient des espèces spécifiques de fleurs sauvages rares, connues pour ne fleurir que pendant une courte période à la fin de l'été, et uniquement à des altitudes élevées près du campement. Cette découverte a offert la première théorie tangible. Elle suggérait que peut-être Chloé et Léa avaient prévu une courte randonnée ou une sortie pour chercher des plantes près du camp. Si elles avaient prévu d'escalader une crête à proximité pour trouver ces fleurs spécifiques, cela pourrait expliquer pourquoi elles n'avaient pas pris leur lourd sac à dos. Elles auraient pu penser que ce serait une sortie rapide, peut-être 1 heure ou 2. Cette théorie expliquait l'abandon de l'équipement, mais pas pourquoi elles n'étaient jamais revenues. Une courte randonnée n'aurait pas dû se terminer en désastre. Même si elles s'étaient perdues ou blessées, elles étaient assez proches du camp pour être retrouvées rapidement. Les recherches se sont poursuivies pendant des jours, s'étendant sur des semaines. L'attention restait portée sur les zones indiquées dans le guide, les crêtes et altitudes élevées entourant le campement. Mais le terrain était traître, et les sauveteurs n'ont rien trouvé. Pas de gourde abandonnée, pas de morceaux de vêtements accrochés à une branche, pas d'empreintes quittant les environs immédiats du camp. C'était comme si la montagne elle-même avait effacé toute trace de leur présence. À mesure que l'enquête s'éternisait, la pression montait. Les signalements et témoignages ont commencé à affluer. Un rapport en particulier semblait prometteur et a entraîné une diversion significative des ressources. Le propriétaire d'une épicerie dans la petite ville de Gérardmer, à environ 50 km du départ du sentier, a contacté les autorités, affirmant avoir vu 2 jeunes femmes correspondant à la description de Chloé et Léa l'après-midi du mardi 14 août, le jour où elles ont probablement disparu du campement. Il a rapporté que les femmes semblaient agitées et avaient été vues en train de se disputer près d'une Citroën Berlingot rouillée. Cette piste a été prise au sérieux. Elle suggérait la possibilité que les filles aient réussi à sortir de la forêt et rencontrer quelqu'un de dangereux. Les enquêteurs ont passé un temps précieux à retrouver le propriétaire de l'épicerie, à examiner les images de vidéosurveillance et à tenter d'identifier la camionnette. Catherine et la famille Dubois attendaient dans une attente insoutenable. Mais après une enquête approfondie, la piste s'est effondrée. Les femmes vues en train de se disputer ont finalement été identifiées comme des randonneuses sans lien, voyageant dans la région au même moment. C'était une impasse, un détour frustrant qui a coûté un temps précieux à l'enquête. À la mi-septembre, le temps dans les hautes altitudes des Vosges a commencé à changer. Les jours raccourcissaient, les nuits devenaient plus froides, et la menace de tempêtes de neige précoce planait. L'opération de recherche massive, qui avait mobilisé des centaines de personnes, a été à contre-cœur réduite. La recherche active a été abandonnée. L'absence totale de traces de Chloé et Léa a laissé les enquêteurs perplexes et les familles dévastées. La nature sauvage gardait jalousement ses secrets. L'affaire des randonneuses disparues, marquée par l'étrange immobilité de leur campement abandonné, a commencé à sombrer lentement dans les archives des affaires non résolues. 5 ans ont passé. 5 étés où les neiges ont fondu et les fleurs sauvages ont éclos. Et 5 hivers où les hautes altitudes étaient ensevelies sous une épaisse couverture de blanc. La disparition de Chloé Martin et Léa Dubois était devenue une légende locale, une histoire édifiante murmurée parmi les randonneurs et les habitants. La frénésie médiatique initiale s'était depuis longtemps estompée, remplacée par l'agonie silencieuse et persistante des familles laissées derrière. Pour Catherine Laurent,
le passage du temps n'apportait aucun répit. Elle refusait de laisser l'affaire s'effacer complètement. Elle a organisé de nombreuses recherches privées, engageant des équipes spécialisées et des pisteurs expérimentés pour fouiller les zones que la recherche officielle aurait pu manquer. Mais chaque effort donnait le même résultat, rien. L'été 2017 est arrivé. Début septembre, pendant le pic de la saison de chasse aux cerfs, Michel Dubois traquait un grand cerf dans une section reculée de la forêt de la Combauté. Michel était un chasseur expérimenté, dans la fin de la cinquantaine, un local qui connaissait intimement ces montagnes. Il avait passé des décennies à pister le gibier à travers les forêts denses et les terrains accidentés. Cette zone était loin de tout sentier balisé, à des kilomètres de la grille de recherche initiale de 2012 où Chloé et Léa avaient disparu. Elle était caractérisée par des bois anciens denses, des ravins escarpés et un accès difficile, le genre d'endroit où peu de gens s'aventuraient. Michel était accompagné de son chien de chasse, un loup, un chien de chasse bien dressé. Ils avaient marché pendant des heures, progressant lentement et délibérément à travers les broussailles épaisses. L'air était frais et humide, imprégné de l'odeur des pins et des feuilles en décomposition. Alors qu'ils traversaient une section particulièrement dense de la forêt, Lou s'est soudainement écarté de la piste qu'il suivait. Le chien est devenu agité, gémissant et reniflant le sol avec une intensité frénétique. Michel l'observait, pensant d'abord qu'il avait flairé un petit animal. Mais le comportement de Lou était inhabituel. Il ne pistait pas. Il était concentré sur un point précis près de la base d'un énorme arbre ancien, renversé probablement par une tempête il y a des années, dont la masse de racines était exposée aux éléments. Lou a commencé à creuser frénétiquement, en voyant voler la terre et les débris. Michel l'a rappelé, mais le chien l'a ignoré, consumé par l'odeur qu'il avait détectée. Michel s'est approché pour enquêter, supposant que le chien avait trouvé un terrier. Après quelques minutes de creusement intense, Lou a extrait quelque chose de la terre remuée. Il s'est retourné et a trotté vers Michel, déposant l'objet à ses pieds. Michel a baissé les yeux, s'attendant à voir un bâton ou peut-être un os d'animal récupéré. Mais ce qu'il a vu lui a glacé le sang. C'était un os, oui, mais pas celui d'un animal. Il était usé et décoloré, taché de brun foncé par le sol, mais sa forme était immistakable. C'était un os iliaque humain, un pelvis. Michel est resté figé, fixant l'objet. Le silence de la forêt est soudain devenu oppressant. Il avait passé sa vie dans ces bois, rencontrant les restes d'innombrables animaux, mais il n'avait jamais trébuché sur des restes humains. La réalisation l'a frappé avec la force d'un coup physique. Il a sécurisé Lou, qui gémissait encore et était impatient de retourner sur le site de fouille. Le cœur de Michel battait à tout rompre dans sa poitrine. Il savait qu'il devait enquêter davantage. Il s'est approché de l'arbre renversé avec prudence, ses instincts de chasseur prenant le dessus. Le sol où Lou avait creusé était perturbé, la terre sombre et riche contrastant avec le sol forestier environnant. Il s'est agenouillé, utilisant un bâton robuste pour dégager soigneusement plus de terre et de débris. Presque immédiatement, il a découvert d'autres os. Ils étaient dispersés et incomplets, suggérant qu'ils avaient été enfouis pendant une période significative et peut-être perturbés par des animaux. Michel Dubois a reconnu des vertèbres, des côtes et des fragments d'os de membres. Puis, il l'a trouvé. Il a soigneusement écarté une épaisse couche de terre compactée et d'aiguilles de pin, révélant un segment de colonne vertébrale humaine. Il était composé de plusieurs vertèbres maintenues ensemble par des ligaments desséchés. Mais ce n'étaient pas les os eux-mêmes qui ont fait reculer Michel d'horreur. Encastré violemment entre deux vertèbres se trouvait une pointe de flèche rouillée, grossièrement fabriquée. C'était une vision glaçante. Le métal était brun foncé et orangé à cause de la corrosion. Mais sa forme était distincte, une tête triangulaire plate avec des barbes acérées conçues pour empêcher un retrait facile. La tige de la flèche avait disparu, cassée, ne laissant que la tête menaçante profondément enfoncée dans l'os. Les implications étaient immédiates et terrifiantes. Ce n'était pas une mort accidentelle. C'était un meurtre. Et l'arme était différente de tout ce que Michel avait vu utiliser à l'époque moderne. Michel s'est levé,
L'esprit vacillant. Il était au cœur de la forêt de la Combautée, à des kilomètres de toute réception cellulaire. Il savait qu'il devait signaler cela immédiatement, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas laisser les restes exposés. Il a pris une décision difficile. Il a soigneusement emballé le segment de colonne vertébrale, preuve irréfutable d'une mort violente, l'enveloppant dans une veste de rechange et le plaçant solidement dans son sac. Puis, il a recouvert les autres os de branches et de débris, dissimulant le site du mieux qu'il pouvait. Il a marqué l'emplacement sur son unité GPS, notant les coordonnées précises du lieu d'enfouissement. Il savait qu'il devait atteindre un endroit où il pourrait contacter les autorités. Il a entamé une longue randonnée hors de la forêt, avançant avec une vitesse alimentée par l'adrénaline et un profond sens du devoir. Il connaissait un chalet isolé à Morzine, à environ 8 km, appartenant à un ami, équipé d'un téléphone satellite pour les urgences. La randonnée était tendue. Michel sentait le poids du segment de colonne vertébrale dans son sac, un fardeau macabre. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la pointe de flèche, son design archaïque suggérant une histoire bien plus étrange et sinistre qu'il ne pouvait l'imaginer. Après plusieurs heures de randonnée épuisante, il a atteint le chalet. Il a récupéré la clé cachée et est entré. Il a allumé le téléphone satellite, attendant avec impatience qu'il capte un signal. Avant de passer l'appel, il a sorti le segment de colonne vertébrale de son sac et l'a posé sur une table en bois. La lumière artificielle du chalet mettait en relief la texture de l'os et le métal corrodé. Il a pris plusieurs photographies de la preuve avec son appareil photo numérique, s'assurant d'avoir un enregistrement de la découverte. Puis, avec une profonde inspiration, il a composé le numéro de la gendarmerie nationale de Saint-Dié-des-Vosges. Il a expliqué la situation, sa voix tendue mais ferme, fournissant les images et les coordonnées précises du lieu d'enfouissement. Il leur a parlé de l'os iliaque, des restes dispersés et de la pointe de flèche incrustée dans la colonne vertébrale. Les autorités à l'autre bout de la ligne se sont mobilisées immédiatement, rassemblant une équipe d'enquêteurs et d'experts médico-légaux. Pour la première fois en 5 ans, il y avait une avancée dans l'affaire. Mais la nature de la découverte suggérait que les réponses qu'ils allaient découvrir seraient plus sombres que quiconque n'avait imaginé. Les coordonnées fournies par Michel Dubois ont conduit les enquêteurs dans une section de la forêt de la Combautée qui nécessitait des heures de randonnée difficiles. L'atmosphère parmi l'équipe était sombre et concentrée. Ils savaient qu'ils marchaient vers une scène de crime, cachée depuis des années. L'isolement de l'endroit soulignait la réalité glaçante que celui qui avait enterré les restes avait voulu qu'ils ne soient jamais trouvés. À leur arrivée, l'équipe a immédiatement sécurisé la zone. La scène était exactement comme Michel l'avait décrite, l'arbre ancien renversé, la terre perturbée et les restes squelettiques dispersés. Les enquêteurs ont commencé le processus minutieux de documentation de la scène, photographiant chaque détail avant que quoi que ce soit ne soit déplacé. L'excavation du site d'enfouissement était une opération méticuleuse. Les restes étaient incomplets et dispersés, indiquant une activité animale significative et une exposition environnementale au fil des années. Les os ont été soigneusement collectés, catalogués et emballés pour le transport. Le segment de colonne vertébrale avec la pointe de flèche, que Michel avait remis aux premiers officiers arrivés, était traité avec le plus grand soin, reconnu comme la pièce maîtresse de l'enquête. Les restes ont été transportés au laboratoire d'anthropologie médico-légale de Strasbourg, où le processus d'identification a commencé. L'analyse initiale était difficile. Les os étaient usés et dégradés, rendant l'extraction d'ADN compliquée. Il n'y avait ni implants chirurgicaux ni dispositifs médicaux distinctifs qui auraient pu permettre une identification rapide. Les premières tentatives de correspondance des restes avec les bases de données des personnes disparues ont échoué. La frustration parmi les enquêteurs était palpable. Ils avaient trouvé des restes humains, une preuve irréfutable d'un meurtre, mais ils ne pouvaient pas identifier la victime. La possibilité que cette découverte n'ait aucun lien avec la disparition de Chloé Martin et Léa Dubois planait, une perspective qui ne ferait qu'approfondir le mystère de leur sort. Pendant que les anthropologues médico-légaux travaillaient sur l'identification, l'enquête s'est recentrée sur l'arme. La pointe de flèche incrustée dans la colonne vertébrale était hautement inhabituelle, une anomalie bizarre dans un crime contemporain.
Elle a été envoyée à des experts en métallurgie et archéologie pour analyse. Les résultats étaient stupéfiants. La pointe de flèche n'était pas une pointe de chasse moderne. Elle était faite de fer, fortement corrodé, et son design était archaïque. Les experts l'ont identifiée comme une réplique de style frontalier ou pseudo-ancienne, du type souvent fabriqué par des amateurs ou des reconstituteurs historiques. Elle était grossièrement fabriquée, mais mortellement efficace. Cette découverte a fondamentalement modifié la nature de l'enquête. Elle suggérait un tueur utilisant des armes primitives, quelqu'un avec des compétences spécialisées et peut-être une fascination troublante pour le passé. L'utilisation d'une telle arme semblait personnelle et profondément violente. Cela soulevait des questions sur les motifs du tueur. Pourquoi utiliser une flèche quand un fusil serait bien plus efficace? L'enquête s'est enlisée, coincée entre la difficulté d'identifier les restes et l'étrangeté de l'arme. L'inspecteur Sébastien Lefebvre, l'enquêteur principal assigné à cette affaire non résolue, a réalisé qu'ils avaient besoin de plus de preuves sur le site d'enfouissement. Il a ordonné une recherche secondaire minutieuse sur une grille, élargissant le périmètre de recherche plus loin dans les bois denses. C'est lors de cette recherche secondaire que l'avancée tant attendue est enfin arrivée. Enfoui dans le système racinaire complexe d'un arbre à proximité, caché sous des années de débris forestiers accumulés, les enquêteurs ont trouvé des fragments d'un crâne humain et une mâchoire partielle. Ces nouvelles découvertes ont été rapidement envoyées au laboratoire médico-légal. La présence de la mâchoire et des dents offrait une nouvelle voie pour l'identification, les dossiers dentaires. L'odontologiste médico-légal a commencé le processus minutieux de reconstruction de la mâchoire partielle et de comparaison des dents avec les dossiers dentaires des personnes disparues connues. Le processus était lent, nécessitant des comparaisons de radiographie, d'obturation et des caractéristiques uniques de chaque dent. Après des jours d'analyse intensive, une correspondance positive a été établie. Les restes appartenaient à Léa Dubois. L'identification a frappé l'équipe d'enquêteurs et les familles comme un coup physique. Après 5 ans d'incertitude, ils avaient enfin une réponse concernant le sort de Léa. Mais la réponse était terrifiante. Elle n'était pas morte dans un accident. Elle n'avait pas succombé aux éléments. Elle avait été assassinée, touchée dans le dos par une arme archaïque, et enterrée dans une tombe peu profonde au cœur de la forêt de la Combautée. Catherine Laurent et la famille Dubois étaient dévastés. La confirmation de la mort de Léa a éteint le dernier espoir qu'elle puisse encore être en vie. Le chagrin était écrasant, aggravé par la violence de sa mort. Mais cette découverte a également soulevé une nouvelle question déchirante, où était Chloé Martin? L'excavation du site d'enfouissement avait été exhaustive. Les experts médico-légaux étaient convaincus que les restes trouvés appartenaient à une seule personne. Il n'y avait absolument aucune trace de Chloé sur les lieux. Pas de vêtements, pas d'objets personnels, pas de preuves ADN. L'absence des restes de Chloé présentait une dichotomie terrifiante. Avait-elle subi le même sort que Léa, son corps enterré ailleurs dans l'immense forêt des Vosges? Ou, chose inconcevable, avait-elle survécu à l'attaque? Avait-elle été témoin du meurtre de sa meilleure amie et réussi à s'échapper? L'enquête faisait désormais face à un double défi, identifier le tueur responsable du meurtre de Léa et localiser Chloé. La découverte des restes de Léa a clos un chapitre du mystère, mais en a ouvert un autre. La pointe de flèche archaïque, autrefois une anomalie étrange, devenait désormais la clé pour démasquer l'identité d'un tueur qui avait échappé à la justice pendant 5 ans. L'enquête s'est orientée vers la recherche d'individus connus pour posséder et utiliser de telles armes inhabituelles, une quête qui les a menés au cœur sombre des montagnes des Vosges et aux marges de la société. L'identification de Léa Dubois et la nature de sa mort ont galvanisé l'enquête. Il s'agissait désormais d'un homicide. L'inspecteur Sébastien Lefebvre, un enquêteur chevronné réputé pour résoudre des affaires non élucidées, a pris la tête de l'opération. Son attention s'est immédiatement portée sur l'arme. La pointe de flèche de style frontalier était la preuve la plus distinctive dont il disposait, et Sébastien croyait qu'elle était la clé pour identifier le tueur. L'enquête s'est tournée vers l'identification d'individus ou de groupes connus pour utiliser des armes primitives dans le paysage accidenté des Vosges. Cette recherche les a conduits à une sous-culture spécifique, des survivalistes,
des préparateurs et ceux qui pratiquaient des compétences primitives. L'équipe de Sébastien a commencé à enquêter sur les groupes locaux connus pour leur autosuffisance et leur méfiance envers le gouvernement. Leur attention s'est rapidement concentrée sur une communauté particulière, un groupe survivaliste anti-gouvernemental reclus vivant dans un complexe isolé dans la région de Vercors. Ce groupe était connu pour pratiquer des techniques de chasse traditionnelles, y compris la fabrication et l'utilisation d'armes artisanales. Ils étaient notoirement hostiles envers les étrangers et avaient un historique de conflit avec les forces de l'ordre local et l'Office national des forêts, ONF. Le groupe est devenu le principal centre d'intérêt de l'enquête. La théorie était plausible. Peut-être que Léa et Chloé étaient tombées sur le territoire du groupe. Ou peut-être avaient-elles croisé des membres du groupe en randonnée, ce qui avait conduit à une confrontation devenue violente. Sébastien a commencé à explorer l'histoire du groupe, cherchant tout lien avec la zone où les restes de Léa avaient été trouvés. Il a découvert que le groupe avait fait l'objet de plusieurs enquêtes au fil des ans, principalement liées à du braconnage illégal et à l'utilisation non autorisée de terres publiques. Un incident en particulier a retenu son attention. En 2010, plusieurs années avant la disparition, les autorités de l'ONF et les agents de la faune avaient effectué une descente dans le complexe du groupe concernant des allégations de braconnage illégal d'espèces protégées. La descente avait été tendue, entraînant plusieurs arrestations et la confiscation de nombreuses armes. En examinant les registres de cette opération de 2010, Sébastien s'est concentré sur l'inventaire des objets saisis. La liste comprenait des armes à feu, mais aussi un nombre significatif d'arcs et de flèches artisanaux décrits dans le rapport comme primitifs et de style frontalier. La connexion était électrisante. L'arme du meurtre correspondait à la description des armes confisquées au groupe. Les soupçons se sont immédiatement portés sur les membres du groupe connus pour leur expertise en tir à l'arc primitif. Un individu en particulier est apparu comme le principal suspect, Jean Fournier. Jean était un membre senior du groupe, dans la fin de la soixantaine, connu pour sa rhétorique anti-gouvernementale virulente et son hostilité envers les autorités. C'était un pisteur et un chasseur expert. Et, fait crucial, Sébastien a découvert que Jean détenait un permis de chasse, depuis expiré, pour la zone spécifique où les restes de Léa avaient été découverts. Les preuves circonstancielles contre Jean étaient convaincantes. Il avait les moyens et l'opportunité. L'enquête s'est concentrée sur la construction d'un dossier contre lui. Au printemps 2018, armés d'un mandat de perquisition, les autorités ont exécuté une descente dans le complexe survivaliste de Vercors. L'opération était à haut risque, étant donné l'hostilité connue du groupe et leur accès aux armes. Des équipes tactiques sont intervenues rapidement, sécurisant le complexe et détenant les résidents. L'atmosphère était tendue. Le complexe était un ensemble de cabanes et d'ateliers rudimentaires entourés de bois dense. Les résidents étaient défiants et peu coopératifs, considérant la descente comme un nouvel exemple d'abus gouvernemental. Lors de la fouille minutieuse du complexe, les enquêteurs ont trouvé exactement ce qu'ils cherchaient. Dans l'un des ateliers, ils ont découvert du matériel de forge, des outils pour fabriquer des pointes de flèches et plusieurs flèches terminées. Ces flèches étaient identiques en style à l'arme du meurtre trouvée incrustée dans la colonne vertébrale de Léa. La découverte semblait confirmer leurs soupçons. Ils avaient trouvé la source de l'arme. Jean Fournier a été arrêté et conduit pour interrogatoire. La salle d'interrogatoire était petite et stérile, contrastant fortement avec l'environnement rude auquel il était habitué. Sébastien a dirigé l'interrogatoire, présentant les preuves méthodiquement. La pointe de flèche, les flèches correspondantes trouvées dans le complexe, et le permis de chasse de Jean pour la zone. Jean était défiant. C'était un homme robuste, marqué par des années de vie en plein air, et il irradiait l'hostilité. Il refusait de répondre aux questions, se contentant de diatribes antigouvernementales et d'accusations de persécution. Sébastien l'a pressé, se concentrant sur les flèches. Il a exigé de savoir si Jean reconnaissait l'arme du meurtre. Jean a finalement brisé son silence, mais sa réponse n'était pas celle que Sébastien attendait. Il n'a pas avoué. Il a contre-attaqué. Il a nié avec véhémence toute implication dans la disparition ou le meurtre des filles. Il a affirmé que le groupe était piégé.
Et puis, il a lâché une bombe. Jean a insisté que les flèches trouvées dans la colonne vertébrale de Léa n'étaient pas les siennes. Jean Fournier a affirmé que lors de la descente de 2010, les autorités avaient confisqué des dizaines d'arcs et de flèches artisanaux, y compris le type spécifique de pointe de flèche de style frontalier dont on l'accusait maintenant d'avoir utilisé. Il a prétendu que ces flèches confisquées ne leur avaient jamais été rendues. Il a accusé les autorités d'avoir volé les flèches sous leur garde et de les avoir utilisées pour piéger lui et sa communauté. Cette affirmation était extravagante, mais elle a introduit une ambiguïté troublante dans l'enquête. L'alibi de Jean pour août 2012 était difficile à vérifier étant donné le caractère isolé de la communauté et le refus de coopérer avec les autorités. Mais le dossier contre lui restait circonstanciel. Il ne pouvait pas prouver de manière définitive que Jean possédait l'arme du meurtre en 2012. Sébastien Lefebvre était frustré. Jean était un suspect plausible, mais son affirmation concernant les flèches confisquées ne pouvait être ignorée. S'il y avait une part de vérité, cela signifiait que l'arme du meurtre pouvait provenir d'une source totalement différente. L'enquête s'est enlisée, prise dans un réseau d'accusations et d'incertitudes. L'attention s'est déplacée du complexe survivaliste de Vercors aux registres internes des autorités elles-mêmes. Sébastien devait savoir ce qui était arrivé à ces flèches confisquées. L'enquête sur Jean Fournier et le groupe survivaliste a stagné, bien qu'il restât le principal suspect. Les enquêteurs ne pouvaient pas établir de lien définitif entre lui ou un autre membre du groupe et le meurtre de Léa Dubois. L'ombre du doute projetée par l'affirmation agressive de Jean au sujet des flèches confisquées planait lourdement sur l'affaire. L'inspecteur Sébastien Lefebvre se trouvait dans une position difficile. Il ne pouvait pas rejeter la déclaration de Jean sans vérification. Si l'arme du meurtre avait bien été confisquée par les autorités en 2010 et avait ensuite disparu, cela ouvrait la possibilité qu'une autre personne, ayant accès aux preuves, puisse être impliquée. Sébastien a décidé de vérifier minutieusement l'affirmation de Jean. C'était un processus bureaucratique fastidieux, mais nécessaire pour garantir l'intégrité de l'enquête. Il a ordonné un audit complet du dépôt de preuves de l'Office national des forêts, ONF, à Saint-Dié-des-Vosges, où les objets confisqués lors de la descente de 2010 avaient été initialement stockés. Le dépôt de preuves était une installation sécurisée régie par des protocoles pour la gestion et le suivi des preuves. L'audit impliquait l'examen de plusieurs années de registres, d'inventaire et de documents de chaîne de custodie. C'était un processus laborieux nécessitant une attention méticuleuse aux détails. Sébastien a assigné une équipe de comptables médico-légaux et d'enquêteurs des affaires internes pour mener l'audit. Ils ont passé des semaines à éplucher les registres, croisant l'inventaire de la descente de 2010 avec l'inventaire actuel du dépôt de preuves. Les registres étaient désordonnés et incomplets, reflétant des années d'inertie bureaucratique et une gestion incohérente. Mais à mesure que les auditeurs creusaient, ils ont commencé à découvrir des irrégularités significatives dans les registres des flèches confisquées. Et puis ils ont trouvé l'anomalie. Les registres confirmaient que les flèches confisquées, des dizaines correspondant à la description de l'arme du meurtre, avaient bien été stockées dans le dépôt de preuves après la descente de 2010. Mais elles n'y étaient plus. Les auditeurs ont retracé la chaîne de custodie, cherchant une documentation expliquant où les flèches étaient parties. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans les registres de l'été 2012. Les registres montraient que les flèches confisquées avaient été sorties du dépôt le 15 juillet 2012. À peine 4 semaines avant la disparition de Chloé Martin et Léa Dubois. La découverte était électrisante. Le timing était trop précis pour être une coïncidence. L'arme du meurtre avait été sous la garde des autorités et avait disparu quelques semaines avant le meurtre. Sébastien a examiné personnellement le registre de sortie. Ses yeux ont parcouru les détails de l'entrée, cherchant la raison pour laquelle les flèches avaient été retirées du dépôt. La justification indiquée était anodine. Les matériaux étaient nécessaires pour une exposition éducative sur la chasse primitive organisée par l'ONF dans la région des Vosges. Cette explication semblait plausible, mais les registres montraient aussi que les objets n'avaient jamais été réenregistrés. Ils avaient simplement disparu du système. L'attention de Sébastien s'est portée sur le nom figurant sur le registre de sortie. La personne qui avait signé pour les flèches était un officier de l'ONF.
Son nom était Philippe Moreau. La révélation a frappé Sébastien comme un coup de tonnerre, un garde forestier, quelqu'un chargé de protéger le parc et ses visiteurs. Les implications étaient stupéfiantes. Sébastien a immédiatement ordonné une vérification des antécédents de Philippe Moreau. Les résultats étaient déconcertants par leur normalité. Philippe était toujours un garde forestier actif, très respecté, avec un dossier de service irréprochable s'étendant sur plus de 2 décennies. Il était connu pour sa connaissance approfondie du parc naturel régional des Vosges du Nord, son dévouement à son travail et son comportement calme et professionnel, souvent vu jouant à la pétanque avec les habitants de la Bresse après ses patrouilles. Sébastien a examiné le dossier personnel de Philippe, cherchant des signaux d'alarme, des mesures disciplinaires, ou tout indice d'instabilité. Il n'y avait rien. Philippe était un employé modèle, mais la vérification des antécédents a également révélé un détail crucial. Philippe Moreau avait participé à l'opération de recherche initiale de 2012 pour les filles disparues. Il avait été l'un des premiers intervenants sur les lieux, impliqué dans la fouille du campement abandonné près du ruisseau dans le parc naturel régional des Vosges du Nord et dans l'effort de recherche massif qui a suivi. Le fait que Philippe ait acquis les armes peu avant la disparition et ait ensuite participé à la recherche des victimes a immédiatement recentré l'enquête. La possibilité qu'un garde forestier, quelqu'un qui connaissait intimement la forêt et avait accès aux armes confisquées, soit impliqué dans le meurtre était une perspective glaçante. Sébastien savait qu'il devait procéder avec une extrême prudence. Accuser un garde forestier respecté de meurtre était une démarche à haut risque qui nécessitait des preuves irréfutables. L'enquête est entrée dans une nouvelle phase dangereuse. L'attention s'est déplacée des marges de la société vers le cœur de l'establishment. La prise de conscience que le tueur pouvait se cacher à la vue de tous, intégré dans l'organisation même chargée de protéger le parc, jetait une ombre sombre sur toute l'enquête. Sébastien savait que si Philippe était le tueur, il était un prédateur qui utilisait sa position et sa connaissance de la forêt pour chasser ses victimes. L'enquête s'est tournée vers la découverte des secrets cachés derrière la façade d'un garde forestier respecté. La découverte du nom de Philippe Moreau sur le registre de sortie des preuves a fondamentalement modifié la trajectoire de l'enquête. L'inspecteur Sébastien comprenait la gravité de la situation. Philippe était un garde forestier respecté avec une connaissance intime du terrain et du fonctionnement interne de l'ONF. Il devait construire un dossier contre lui avec minutie. Les autorités ont placé Philippe sous surveillance discrète. L'objectif était d'observer son comportement et de recueillir des preuves sans éveiller ses soupçons. L'opération de surveillance était difficile étant donné la familiarité de Philippe avec le parc et sa formation. Les équipes de surveillance ont observé Philippe pendant des semaines. Son comportement semblait normal, suivant ses patrouilles et ses tâches routinières. Mais à mesure que la surveillance se prolongeait, ils ont commencé à remarquer des anomalies. Philippe effectuait de longues incursions, apparemment non autorisées, dans des sections extrêmement reculées du parc pendant ses patrouilles, des zones éloignées de tout sentier balisé ou point d'intérêt. Il disparaissait pendant des heures, ses mouvements difficiles à suivre dans la forêt dense. Pendant que la surveillance était en cours, Sébastien a décidé de revoir les anciens dossiers de l'enquête de 2012, cherchant tout lien préalable entre Philippe et les victimes. Il s'est concentré sur les jours précédant la disparition, en particulier sur la randonnée que les filles avaient effectuée avec Catherine Laurent 5 jours avant leur disparition. Sébastien se souvenait que la randonnée préparatoire avait commencé au centre d'accueil des visiteurs de la Bresse. Il a requis les images de vidéosurveillance du centre d'accueil pour ce jour-là, le 11 août 2012. Les images étaient granuleuses et de basse résolution, typiques de la technologie de l'époque, mais encore exploitables. Sébastien a passé des heures à examiner les images, observant les visiteurs aller et venir. Il s'est concentré sur le moment où Catherine, Chloé et Léa étaient connues pour être au centre, et puis il l'a vue. À l'arrière-plan d'un plan, près de l'affichage des cartes topographiques, il a repéré une silhouette en uniforme de garde forestier. La silhouette était partiellement masquée, mais le profil était reconnaissable. C'était Philippe Moreau. Il se tenait immobile, semblant observer Chloé et Catherine alors qu'elles consultaient les cartes. Il est resté là pendant plusieurs minutes, son attention fixée sur elles avant de sortir du cadre.
Cette observation était subtile, mais dans le contexte de l'enquête, elle était profondément troublante. Elle suggérait que Philippe Moreau avait peut-être remarqué les filles plusieurs jours avant leur disparition, qu'il avait pu les suivre, planifiant son attaque. Armé de l'anomalie dans le registre des preuves et des images de vidéosurveillance, Sébastien Lefebvre a décidé qu'il était temps de confronter Philippe. Les autorités l'ont convoqué pour un interrogatoire sous le prétexte d'un examen de routine de l'opération de recherche de 2012. L'interrogatoire a commencé de manière informelle. Philippe était calme et coopératif, racontant son implication dans la recherche avec un détachement professionnel. Mais lorsque Sébastien a orienté la discussion vers les flèches confisquées et le registre de sortie, l'attitude de Philippe a changé. Confronté au registre portant sa signature, Philippe s'est visiblement crispé. Sa façade de calme s'est fissurée. Il a bafouillé, offrant une explication décousue au sujet de l'exposition éducative, prétendant avoir simplement oublié de rendre les flèches. Sébastien l'a pressé, soulignant le timing de la sortie des flèches, juste quelques semaines avant la disparition. La composure de Philippe s'est effondrée. Il a immédiatement cessé de parler et a demandé un avocat. L'interrogatoire s'est terminé, mais Sébastien avait ce qu'il lui fallait. La réaction de Philippe confirmait leurs soupçons. Ils avaient désormais une cause probable pour exécuter un mandat de perquisition à son domicile. Philippe vivait dans une maison isolée à la lisière du parc naturel régional des Vosges du Nord, dans le village de la Bresse, une propriété reculée entourée de bois dense. L'isolement de l'endroit soulignait la possibilité effrayante qu'il ait pu mener ses activités atroces sans être détecté. Les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition d'urgence sur la propriété. Les équipes tactiques sont intervenues rapidement, sécurisant la maison et les environs. La fouille de la maison n'a rien révélé d'incriminant. Elle était propre et organisée, le domicile d'un homme solitaire. Mais la perquisition était loin d'être terminée. La propriété comprenait un atelier détaché, un bâtiment robuste utilisé pour stocker du matériel et des outils. Les enquêteurs ont concentré leur attention sur cette structure. L'atelier était encombré mais organisé. En fouillant méticuleusement l'espace, ils ont remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de l'établi. Il était lourd et semblait fixé au sol. Ils ont réussi à déplacer l'établi, révélant une porte de cave renforcée dissimulée en dessous. La découverte a envoyé une vague d'adrénaline à travers l'équipe d'enquêteurs. La porte de la cave était verrouillée, sécurisée par un cadenas robuste. Ils ont forcé le cadenas et ouvert la porte, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. L'air qui émanait de la cave était froid et vicié, portant l'odeur de la terre humide et quelque chose d'autre, quelque chose d'indescriptible, mais profondément troublant. Les enquêteurs sont descendus, leurs lampes torchées perçant l'obscurité. Ce qu'ils ont trouvé était un cauchemar. La cave était petite, environ 3 mètres sur 3. Elle était insonorisée, les murs recouverts d'un matériau isolant épais. L'espace était faiblement éclairé par une ampoule nue. Il montrait des signes évidents d'une habitation humaine prolongée. Il y avait un petit lit de camp dans un coin, couvert de literie souillée. Un seau dans le coin opposé servait de toilette. Mais ce sont les autres détails qui ont révélé l'horreur véritable de l'endroit. Des entraves métalliques lourdes étaient boulonnées au mur et au sol. Il y avait des traces d'une lutte prolongée, des griffures sur les murs et des taches sombres sur le sol. Les enquêteurs ont prélevé des échantillons des taches, suspectant qu'il s'agissait de sang. Les preuves suggéraient un abus sévère et prolongé. L'atmosphère dans la cave était oppressante, lourde du poids de la souffrance qui y avait eu lieu. La prise de conscience a frappé les enquêteurs avec une force dévastatrice. C'était là qu'ils l'avaient retenu. L'enquête s'est recentrée sur la propriété environnante. Si Philippe avait retenu quelqu'un captif dans la cave, où était cette personne maintenant? En suivant des traces menant de l'atelier dans les bois profonds derrière la propriété, des chiens de détection de cadavres ont été amenés pour fouiller la zone. Les chiens se sont déplacés rapidement, reniflant le sol avec intensité. Après une courte recherche, l'un des chiens a signalé une dépression peu profonde dans le sol, gémissant et refusant de bouger. Les enquêteurs ont sécurisé la zone et ont commencé à creuser.
La fouille était lente et prudente, la tension montant à chaque pelletée de terre retirée. Ils n'ont pas eu à creuser profondément. À environ 60 centimètres, ils ont découvert des restes humains. Les restes ont été rapidement identifiés. Ils appartenaient à Chloé Martin. La découverte était déchirante. Après 7 ans, Chloé avait enfin été retrouvée. Mais les circonstances de sa découverte étaient horrifiantes. L'analyse médico-légale des restes de Chloé a révélé une vérité bien plus dévastatrice que quiconque n'avait imaginé. Sa mort était survenue bien plus tard que celle de Léa. Le pathologiste médico-légal a estimé l'heure de la mort autour de fin 2016 ou début 2017. La chronologie était insoutenable. Chloé avait été retenue captive par Philippe pendant environ 4 ans après le meurtre de Léa. La prise de conscience a brisé l'équipe d'enquêteurs et les familles. Pendant que la recherche s'était refroidie, pendant que le monde avait continué, Chloé était en vie, souffrant d'horreurs inimaginables dans cette cave sombre. Le fait qu'elle aurait pu être sauvée, qu'elle avait enduré des années de captivité, était un fardeau qui entrait tous ceux impliqués dans l'affaire. La forêt des Vosges avait caché un monstre, un prédateur qui utilisait son uniforme et sa connaissance du parc pour perpétrer un crime d'une cruauté inimaginable. La découverte de la cave cachée et des restes de Chloé Martin a fait éclater l'affaire au grand jour. Les preuves contre Philippe Moreau étaient accablantes, peignant un tableau horrifiant d'un meurtre prémédité, d'un enlèvement et d'une torture prolongée. Philippe a été arrêté et inculpé pour l'enlèvement et les meurtres de Léa Dubois et Chloé Martin, ainsi que pour une litanie de charges liées à l'abus prolongé et à la captivité de Chloé. Avec Philippe en détention, les enquêteurs ont pu reconstituer la terrifiante séquence des événements qui ont conduit à la tragédie. La théorie qu'ils ont développée était glaçante par sa cruauté calculée. Les enquêteurs ont conclu que Philippe avait pris conscience des filles lors de la randonnée préparatoire qu'elles avaient faite avec Catherine Laurent 5 jours avant leur disparition. Les images de vidéosurveillance du centre d'accueil des visiteurs de la Bresse suggéraient qu'il les avait observées, peut-être devenant obsédé par elles, et avait commencé à planifier son attaque. Il a utilisé sa connaissance experte du parc pour les suivre jusqu'à leur campement isolé près du ruisseau dans le parc naturel régional des Vosges du Nord. Les autorités pensent qu'il les a attaqués par surprise le matin du mardi 14 août 2012. Les détails précis de l'attaque restent inconnus, mais les preuves suggèrent que Léa a résisté et a été tuée immédiatement, touchée dans le dos par la flèche archaïque. Philippe a ensuite enlevé Chloé, la forçant à quitter le campement sans provision, expliquant l'étrange immobilité du camp abandonné. Il l'a emmenée dans sa résidence isolée à la Bresse et l'a emprisonnée dans la cave insonorisée. L'utilisation des flèches volées dans le dépôt de preuves était un geste calculé pour égarer toute enquête future. Philippe connaissait le groupe survivaliste de Vercors et leur historique de conflit avec les autorités. Il a utilisé la pointe de flèche de style frontalier spécifiquement pour les piéger, misant sur la méfiance existante entre le groupe et les forces de l'ordre. Il a enterré le corps de Léa profondément dans la forêt de la Combauté, à des kilomètres du campement, dans une zone qu'il savait rarement visiter. Pendant 4 ans, Philippe a retenu Chloé captive, la soumettant à des abus inimaginables tout en continuant à travailler comme garde forestier respecté, cachant son secret monstrueux à la vue de tous. Les raisons de sa mort éventuelle restent floues, qu'il l'ait tuée intentionnellement ou qu'elle ait succombé à l'abus prolongé. Tout au long des procédures judiciaires, Philippe est resté silencieux. Il a refusé d'avouer, n'expliquant jamais ses motifs, n'offrant aucun détail sur l'attaque ou les années de captivité de Chloé. Il n'a présenté ni excuses, ni remords. Malgré son silence, les preuves contre lui étaient insurmontables. Le procès a été une expérience déchirante, forçant les familles à affronter les détails horrifiants du crime. À la fin de 2019, Philippe Moreau a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il a été condamné à plusieurs peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour Catherine Laurent, la résolution de l'affaire n'a apporté aucune paix, seulement un profond sentiment de perte agonisante. Le fait que sa fille ait été en vie pendant des années alors que la recherche s'était refroidie, souffrant dans l'obscurité à seulement quelques kilomètres, était une tourmente qui ne s'effacerait jamais. L'affaire des randonneuses disparues, qui avait commencé avec une image de joie et d'aventure juvénile,
s'est terminé par une révélation d'une horreur inimaginable, un rappel brutal de l'obscurité qui peut se cacher sous la surface des paysages les plus magnifiques.